Merci au SIAMT de me donner la parole sur ce sujet dont le docteur Ngo a eu raison de dire finalement il n'y avait pas grand-chose. Quand on regarde l'histoire de la santé au travail, c'est Villermé, quand on est français, 1840, la santé des ouvriers. Et il avait bien raison, Villermé, en 1840, de nous alerter sur ce qu'on appelait à l'époque l'industrialisation croissante, et donc la paupérisation croissante, et donc les phénomènes nouveaux auxquels on était confrontés. Et c'est en 1841 d'ailleurs qu'on a les premières lois sur le travail des hommes, des femmes, sur le travail de nuit, comme quoi les élites respectent les théories. Et c'est en 1946 qu'on va avoir la loi de Zweig, plus d'un siècle plus tard, qui va instituer la santé au travail. Mais la santé au travail, elle a été créée pour les salariés. Mais quand on est un travailleur non salarié, j'aime bien rappeler quand même en France, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Alors je sais qu'il y a parmi vous des gens qui travaillent dans les grandes entreprises ou les ETI. Et en tant que PMiste, je suis fier pour mon pays d'avoir des groupes comme Michelin. Mon propos n'est pas là. Mais simplement, 99,84% des entreprises sont des PME, et elles représentent au total 10 millions d'emplois, ces PME, en comptant les emplois salariés et non salariés. À titre de comparaison, les grands groupes dont on parle tant, c'est 4,5 millions d'emplois. Et puis, vous savez, un troisième gros employeur en France. Oui, voilà, l'État. Il y a en France 5,6 millions de fonctionnaires, ce qui fait d'ailleurs de la France un des pays les plus administrés d'Europe. Vous l'aurez compris, la PME, c'est autant d'emplois que les grands groupes et la fonction publique réunis. Et je m'efforce de dire, où que j'aille, les PME sont partout, sauf dans les livres. Et j'irais même jusqu'à dire que les PME sont partout, sauf dans les théories économiques. Je passe très vite, mais on enseigne le taylorisme, on enseigne le fordisme, on enseigne le toyotisme, on nous parle sans cesse d'ubérisation de l'économie, on nous parle beaucoup des GAFA. Mais enfin bref, l'artisanat, le jour où je me suis intéressé à la santé des artisans, j'ai un prof de finance à l'université de Montpellier qui me dit « Tiens, c'est un sujet exotique. Il y a quand même plus de 600 000 artisans en France, s'intéresser à leur santé, c'est un sujet exotique. C'est extraordinaire. » Les PME sont partout, sauf dans la tête de nos élites. Et donc, le jour où je me suis intéressé à la santé au travail, qu'est-ce que j'ai découvert? Ben rien. Une zone aveugle. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la santé des salariés, et je suis très heureux de voir que le SIAMT prend soin de vous au travail, mais quand on regarde les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux, parce que ces hommes et ces femmes sont aussi des chefs d'entreprise, et ne les oublions pas, les agriculteurs, qui font quand même la richesse de notre pays. Quand on regarde la santé au travail, ben on les a oubliés. Et donc je me suis intéressé à ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien quand on leur parle de santé, la réponse que j'ai entendue le plus souvent, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». J'ai même des fois des hommes et des femmes, des managers, des chefs d'entreprise qui me disent « je n'ai pas le droit d'être malade ». C'est encore plus terrifiant. En quoi ces hommes et ces femmes seraient-ils en dehors des lois de la biologie? Mais il n'empêche qu'il y a ce sentiment qu'en matière de santé au travail, on est face à ce qu'on appelle un déni. Un déni. Mais dans les PME, on est dans un management de proximité. Si le dirigeant lui-même vous dit qu'il ne se préoccupe pas de sa santé, comment voulez-vous qu'il se préoccupe aussi de la santé de ses salariés? Et je dirais un homme ou une femme qui a cette responsabilité-là et qui va vous dire « je n'ai pas le temps d'être malade, je n'ai pas le droit d'être malade », qui vous dira même parfois « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Mais si ça vous arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en telle surcharge physique et mentale que le jour où vous relâchez, votre corps reprend ses droits. J'ai même un jour un artisan du bâtiment qui m'a dit « mais moi du coup, je ne prends plus de vacances ». Et il me le disait sur un ton mêlé de fierté. Voyez-vous? Non, moi, mon propos, mon conseil, c'est soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre fatigue, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, l'idéologie du leadership, c'est très bien, on veut faire de chacun d'entre nous des leaders, mais quand on est un leader, un gagnant, un battant, un winner, prenez tous les mots que vous voudrez, il n'y a plus d'espace pour exprimer une faiblesse. On voit bien qu'il y a même, c'est sous-jacent à la théorie de l'entrepreneuriat. Je vous renvoie aux travaux de Schumpeter, je vous renvoie aux travaux de Jean-Baptiste C. On magnifie l'homme et la femme qui est au poste de commandement. Mais alors du coup, on interdit la parole de la faiblesse. Et donc du coup, on l'enferme
quelque part, dans cette image un peu nocive, hein, parce qu'on préconditionne, comme ça, mentalement, des hommes et des femmes à être toujours, je dirais, dans la force, dans la performance. Le jour où je me suis intéressé au sommeil, j'ai dirigé une thèse de Florence Ghigliani, je la cite, « Qualité du sommeil, efficacité entrepreneuriale ». C'est un vrai sujet, ça. Mais on s'est rendu compte de quoi? Que les managers, que les dirigeants ont tendance à rogner leur temps de sommeil. Ces hommes et ces femmes dorment moins que le reste de la population. Alors en moyenne, les dirigeants de PME, c'est 6h25. Le français moyen, 7h04. Ça fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais pourquoi ces hommes et ces femmes dorment moins? Ils dorment moins pour travailler plus. Vous savez très bien, mais je le dis aux étudiants, parce qu'on ne parle que des 35 heures dans notre pays. Mais quand on est un cadre, quand on est un manager, quand on est un directeur, quand on est un chef d'entreprise, on n'est pas aux 35 heures, en moyenne 55 heures. Et on ne dort pas assez. Donc du coup, ça génère une fatigue latente. Et ça peut finir par devenir problématique. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à cette question de la santé au travail. Alors, moi, le premier constat que j'ai fait, ma formation c'est économiste, je vous ai même dit PMiste. Quand je me suis intéressé aux travaux de mes confrères et de mes collègues en santé au travail, qu'est-ce que j'ai découvert? Un océan, une discipline qui d'ailleurs mérite d'être valorisée, et elle l'est de plus en plus, et j'en suis heureux. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que d'abord, la santé au travail a été construite sur les modèles des grands groupes. Ça ne fonctionne pas forcément dans les PME. Vous avez le grand modèle de Karasek. Alors, Karasek, il dit en fait, il y a 2 dimensions au travail à prendre en compte. Il y a la latitude décisionnelle, et puis la pression psychologique au travail. Mais la latitude décisionnelle, quand on est un salarié, c'est-à-dire en lien de subordination, c'est une question importante. Mais quand on est à son compte, ce n'est pas pertinent. Puisque le chef d'entreprise, il a plus qu'une latitude décisionnelle, il a une aptitude stratégique. Donc le modèle central de Karasek, il est hors sujet. On voit bien qu'il y a un premier biais dans la santé au travail, c'est les modèles des grands groupes, qui prédisposent à tout le reste. Et le deuxième biais auquel j'ai été confronté, c'est ce que j'appelle le biais de pathogénèse. C'est-à-dire que quand j'ai lu les travaux de mes collègues, à la limite, à la fin, on finit déprimé. C'est-à-dire que nous dit la santé au travail, et elle a raison de le dire, mais d'ailleurs on parle de prévention, on parle de TMS, les troubles musculo-squelettiques. Je l'ai ici, à ma gauche. Mais on nous parle de RPS, les risques psychosociaux. On nous parle de burn-out. On nous parle de burn-out. On nous parle de boring out. On nous parle de harcèlement. On nous parle de suicide au travail. On a même failli avoir, il y a 1 an et demi, ça ne vous a pas échappé, un compte de pénibilité. Un compte de pénibilité. Je parle à tous les employeurs ici présents. Vous êtes allés le voir, le compte de pénibilité? Non, vous êtes allés le voir. Mais attendez, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Mais dans l'année, j'essaie de le remplir pour moi-même. Hein. Dans l'année, combien de fois j'ai eu froid? Je ne sais rien. Combien de fois j'ai eu chaud? Je ne sais rien. Combien de fois j'ai porté des poids? Combien de fois j'étais en hauteur? Enfin bon, bref, à un moment donné, non, mais, on ne peut pas répondre. Mais sauf que, vous le savez très bien, on ne demandait pas au chef d'entreprise de répondre pour lui, on s'en fout. On demandait au chef d'entreprise de le remplir pour chacun de ses salariés. Et je vous pose une question. Quand on vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, qu'est-ce que vous me répondez si vous êtes honnête? Je ne sais pas. Voilà. Et là, mettez-vous à la place du patron de PME, mettez-vous à la place de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral, du chef d'entreprise, de l'agriculteur qui a 3 salariés ou qui en a 7. C'est la taille moyenne des entreprises en France. Il ne sait toujours pas répondre. Mais s'il ne répond pas, il a une amende. Alors là, je vous repose la question. Une personne normalement constituée qui n'a toujours pas la réponse, mais s'il ne répond pas, il est à l'amende. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond n'importe quoi, bonne réponse. Eh bien, je vous invite à lire un petit livre qui a été écrit par le professeur Roland Gori. Il a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique des imposteurs ». Et il définit l'imposteur comme un homme ou une femme qui s'adapte à un monde inadapté. Et voyez-vous, quand on est dans un monde où il y a de plus en plus de règles, de normes, de procédures, de lois, de règlements en tout genre, on pousse chacun de nous à devenir des imposteurs. Et la montée de la bureaucratisation du monde n'est pas propre aux PME, elle est propre à notre société. Et ça, c'est une perte de sens. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une montée, je dirais, endémique de la question du burn-out
dans un monde où on est de plus en plus géré par des systèmes abstraits, lointains, déshumanisés. Alors, je me suis dit, ces deux biais, c'est quand même pas rien. Quand vous regardez l'enseignement du management, mes collègues sont profs de finance, profs de GRH, profs de marketing, mais ce découpage par fonction, qui est le propre des grands groupes, ne correspond pas au modèle organisationnel des PME. Donc il y a un impensé. La PME, c'est un tiers-État. C'est simple. C'est un tiers-État permanent. Alors, j'ai déjà épuisé presque les 2/3 de mon temps. Mais il est important que je vous en parle. Et que je vous parle de ce qui est un peu le point fort des travaux que nous conduisons à l'Université de Montpellier. Et je m'y attelle de plus en plus avec mon équipe. C'est la question de la salutogénèse. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a du burn-out. Bien sûr qu'il y a de la souffrance au travail. Il ne s'agit pas de nier ça. Et j'interviens suffisamment partout en France pour me rendre compte qu'il y a de la souffrance au travail. Mais enfin, à un moment donné, il n'y a pas que de la souffrance au travail. Et d'ailleurs, c'était au début de mes travaux, j'avais tapé sur une base de données le mot souffrance, une base de données scientifique. Vous savez combien de références j'ai trouvées qui comportent le mot souffrance, à la fois des ouvrages et des titres d'articles? 1200. Il y avait 1200 références scientifiques avec le mot souffrance. Et alors j'ai tapé l'équivalent sur une base de données scientifique américaine. Je tapais suffering. Vous savez combien de références j'ai trouvées? 600. 2 fois moins. Pour un peuple qui est 6 fois plus nombreux que nous. Alors j'ai compris, dans souffrance, il y a France. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et vous croyez qu'on va donner à avoir envie d'aller au travail à nos jeunes en ne voyant que ces choses négatives et que ces stigmatisations? Je ne nie pas tout ça. Mais je dis qu'il y a aussi une salutogénèse. Et la salutogénèse, je la dois à un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky. Et Antonovsky fait un constat. Il dit, quand on parle de santé, on est toujours négatif. Ce que j'ai été, finalement, jusqu'à présent. Il dit, mais il y a peut-être des facteurs salutogènes. C'est-à-dire qui génèrent de la bonne santé. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est très intéressant. Et notamment, c'est très intéressant de chercher à identifier chez les dirigeants de PME, quels sont ces facteurs salutogènes. Et du coup, de passer de la question de la prévention, préventica, prévenir les aspects négatifs, et d'ajouter, il ne faut pas substituer, parce qu'il y aura toujours du mal au travail. Il faudra toujours avoir de la prévention. Il faudra toujours avoir préventica. Mais d'ajouter la promotion. La promotion de quoi? Des facteurs qui sont positifs. La question de la salutogénèse est à la promotion, ce que la pathogénèse est à la prévention. Alors, quels sont les principaux facteurs salutogènes qu'on a pu identifier chez les dirigeants? Premier facteur, agir et ne pas subir. Je le formule comme ça. D'ailleurs, ça me permet de couper le cou à une vieille théorie en matière de stress. Quand j'ai commencé mes travaux, on en était encore, vous savez, à la théorie de Harvard. Le H-stress et le G-stress. Le stress euphorique et le stress dysfonctionnel. Permettez-moi de vous dire qu'il faut tordre le cou à cette vieille théorie, parce qu'aujourd'hui, on a accumulé suffisamment de preuves épidémiologiques qui montrent que le stress est pathogène. Il n'y a pas de bon stress. On n'a pas aujourd'hui, très très rarement, mais l'essentiel montre que le stress est pathogène. La bonne théorie, c'est quoi? C'est stress subi, stress choisi. Le stress subi, je vais prendre un exemple qui m'a marqué, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était il y a 1 mois ou 2, tout au plus. J'étais à la gare de Montpellier. Et, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, j'ai entendu ce message. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Ça vous arrive jamais de l'entendre, ce message-là? Alors, je vous le dis, quand ça commence comme ça. Et là, d'ailleurs, je pense, c'était 7h, j'attendais le train de 7h24 à Montpellier. Voilà. Et là, tout le monde s'est regardé. Mais j'ai appris par cœur le message. C'est « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le train numéro 5324, en provenance de Perpignan et à destination de l'île Europe, prévu à Montpellier, sur le quai numéro 2, à 7h24, est prévu avec un retard de 5 minutes. S'il y a des gens qui travaillent à la SNCF, dites-leur que quand il s'agit de 5 minutes, qu'ils donnent cash le chiffre de suite. Parce qu'ils ont eu le temps de nous faire fondre, là. Hein.
là, c'est du stress subi. Par contre, le fait de prendre la parole là devant vous, si je vous dis que j'ai aucun stress, c'est pas vrai. On est toujours stressé quand on prend la parole. Mais par contre, personne ne m'a obligé d'être devant vous ce matin. Je l'ai bien accepté, cette invitation. Et donc, je suis en stress choisi. Et quand on a fait des mesures, on s'est rendu compte de quoi? Que les deux types de stress sont pathogènes. Hein. Si vous avez trop de stress choisi, ça finit par user l'organisme. Mais la nuance, c'est que le stress choisi, contrairement au stress subi, il génère de la satisfaction au travail. Et la satisfaction au travail, c'est un élément générateur, mais plus que de bonne santé, de bien-être. Et donc on voit bien que le jour où j'ai mesuré chez les dirigeants, et c'est heureux, je me suis rendu compte qu'ils étaient plutôt davantage en stress choisi qu'en stress subi. Deuxième règle salutogène, c'est un terme que j'ai éprouvé le besoin là aussi d'inventer, j'ai inventé le terme de second chip. Le second chip, le second. Accorder de l'importance au second. Parce que vous voyez le leadership, dans toutes les business schools, on enseigne du leadership. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait des seconds? Mais je vais vous dire, mais les seconds, mais regardez même le mot second, combien il est connoté en France. Quand on dit c'est un second couteau, oui, c'est une mauvaise lame. Quand on dit c'est un... Ah oui, c'est un acteur de second rôle. Dès qu'on met second, ça y est, c'est le premier des vaincus. Eh bien non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bons généraux sans bons colonels. Il n'y a pas de bons capitaines sans bons lieutenants. On parle toujours des premiers, on oublie les seconds. Et pourtant, les seconds sont un gage de performance et de réussite, surtout dans les PME. Et très souvent, le leader, assez égocentré, qui est dans la lumière, qui aime la lumière, qui va de l'avant, eh oui, mais il oublie de valoriser les seconds. Et c'est pour ça que je parle du second chip, comme on parle du leadership. C'est-à-dire que ce n'est pas s'entourer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est savoir s'entourer. Vous voyez la nuance? Pour moi, savoir s'entourer, c'est une compétence du dirigeant. Parce que le second chip, c'est pour moi toute l'armature organisationnelle, stratégique, GRH, que vous allez mettre autour de vous. Et qui, le jour où vous risquez de tomber, cette armature-là fera office de protection. C'est pour ça qu'il est très important de promouvoir aussi le savoir s'entourer. Troisième et dernière règle, l'optimisme. Les optimistes. Alors les gens disent, oui, mais il y en a qui sont nés optimistes. Non, on peut forcer sa nature pour être plus optimiste. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, on s'est, avec mon équipe, intéressé aux pessimistes. On a découvert deux espèces différentes. Il y a ce que j'appelle les pessimistes anxieux. Alors ça, c'est terrible. Parce que alors, les anxieux, quoi que vous fassiez, ils ont toujours l'idée que tout va mal se passer. Mais je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, en général, les anxieux, ce n'est pas des causeux. Il y a une deuxième espèce, qui est ce que j'appelle le pessimiste anxiogène. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce que l'anxiogène, c'est un anxieux, hein, mais qui vous irradie d'anxiété, vous voyez? Et on dirait qu'il en est fier. Et je vais vous raconter une anecdote, il me reste 1 minute. C'était à la faculté, j'ai commencé ma carrière dans une faculté de lettres. Et ce jour-là, j'allais surveiller un examen. Et je m'en souviens toujours, il y avait un long couloir, et puis j'ai une collègue qui arrive à ma hauteur, et puis quand elle arrive à ma hauteur, elle dit, ah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben je vais surveiller un examen. Du tac au tac, elle me dit, ah, tu auras assez de papier. De papier d'examen. Des examens. Vous imaginez bien que j'en ai organisé des centaines et des centaines de fois. Eh bien, vous êtes bien assis. Je ne m'étais jamais posé la question, avant un examen, de savoir si j'allais manquer de papier d'examen. Jamais. Eh bien, c'est ça l'anxiogène. C'est cette personne que vous croisez en 5 secondes, le temps de vous poser la question, elle vous a insinué le doute. Mais c'est très important de les repérer, les anxiogènes. Et d'ailleurs, comment on les gère, ces gens-là? Il y a 2 solutions. La première, et je voudrais que ce soit un message d'espoir. Les psychologues, s'il y en a dans la salle, vont vous dire, il y a des gens comme ça, voilà, ils sont anxieux. C'est un trait de personnalité. Et les traits de personnalité, hélas, c'est stable. Oui, à court terme, mais pas à moyen long terme. Et si j'ai bien un message à faire passer, c'est ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Ce n'est pas une vie que d'être anxieux à chaque fois qu'on va au travail. Et dans ce cas-là, il faut se faire aider. Allez voir un psychologue, entamer une psychothérapie, prenez un coach, peu importe. Mais ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Deuxième solution, qui est d'ailleurs peut-être plus radicale. Et avec le recul, je me dis, tiens, c'est la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie. Oui, c'est la tangente. Première fois, l'anxiogène vous prend en traître. Mais la deuxième fois, quand vous le voyez arriver de loin, eh bien, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente. Je vous remercie.
pour votre attention. Voilà.